Bonjour à vous, bienvenue à toutes et à tous dans Évoluons avec l'âme des célébrités, une émission où l'on explore non seulement le talent, mais aussi la vibration intérieure de celles et ceux qui marquent notre imaginaire. Aujourd'hui, pour souligner le jour de la femme, nous plongeons au cœur de la force, de la créativité et de la lumière de femmes qui inspirent, qui bousculent et qui ouvrent la voie. Aujourd'hui, je vous accueille avec tout mon cœur dans cette édition spéciale Jour de la femme. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et c'est un privilège pour moi de vous accompagner dans cet espace où l'on explore non seulement le talent des célébrités, mais aussi leur énergie, leur vibration et l'âme qui les habite. Ensemble, on va créer et célébrer la force, la créativité et la lumière des femmes qui nous inspirent, chacune à leur façon, et qui nous ouvrent des chemins nouveaux. Pour honorer cette journée, nous avons choisi deux femmes qui, à travers leur humour, leur authenticité et leur présence lumineuse, ont marqué l'imaginaire collectif. Rebel Wilson, une femme audacieuse, drôle, sans filtre, qui a transformé sa différence en force. Rebel incarne la liberté d'être soi, la puissance du rire et la beauté de l'imperfection assumée. Son énergie est contagieuse et son parcours nous rappelle qu'on peut briller en restant vrai. Melissa McCarthy, une artiste complète, profondément humaine, qui allie sensibilité, puissance comique et intelligence émotionnelle. Mélissa nous montre qu'on peut être forte, vulnérable, éclatante et touchante tout à la fois. Elle inspire par sa générosité, son courage et sa capacité à transformer chaque rôle en moment mémorable. Mais avant de commencer, ouvrons sur les retours. La semaine passée, j'ai eu le privilège de recevoir l'âme de Karl Marx et comme il n'a pas eu le temps de son vivant d'aller jusqu'au bout de sa vision d'une société idéale, j'ai voulu passer un petit peu de temps à aller plus loin dans la réflexion. Je suis allée voir au niveau de l'archétype qu'il portait, celui du réformeur, du bâtisseur d'équité, l'homme obsédé par la justice sociale. La meilleure société de tous les temps serait une société où chaque humain a une valeur égale, réelle et non seulement théorique. Une société où les ressources, les opportunités et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des fondations. Dans cette vision, personne n'est laissé derrière, personne n'est écrasé par un système et chacun contribue selon ses forces tout en recevant ce dont il a besoin pour vivre pleinement. C'est une société qui repose sur la solidarité, la coopération et la conscience collective plutôt que la compétition et l'accumulation. Alors, j'ai donné l'occasion, j'ai dit oui, vas-y, dépose-la, la vision finale. Alors, il nous dit, la meilleure société de tous les temps est celle où l'être humain n'est plus séparé de sa propre valeur. Une société où personne n'est utilisé comme un outil, où personne n'est écrasé par la peur du manque et où chacun peut contribuer selon sa nature profonde. Dans cette société idéale, les ressources ne sont pas un privilège, mais un droit naturel. Le travail n'est plus une souffrance, mais une expression de soi. Puis la communauté n'est pas une contrainte, mais une force qui élève chacun. Il dit que la société parfaite n'est pas celle où tout est égal, mais celle où personne n'est empêché d'être pleinement lui-même. Une société où la dignité n'est pas négociable, où la solidarité est instinctive et où la liberté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Fait que voilà une vision qu'il portait et qu'il porte encore, en tout cas dans ses énergies. Puis il va plus loin. Il dit, si je vais au bout de ma pensée, plus loin que ce que j'ai pu écrire, plus loin que ce que mon époque me permettait d'imaginer. La meilleure société n'est pas seulement une société juste, c'est une société consciente. Une société où l'être humain n'agit plus par peur, par survie ou par compétition,
mais par compréhension de son lien avec les autres. Une société où l'on ne cherche plus à posséder, mais à participer, où la richesse n'est plus matérielle, mais relationnelle, créative et collective. Dans cette société idéale, il n'y a plus de classes, non pas parce qu'on les a abolies, mais parce que l'idée même de domination n'a plus de sens. L'individu n'est plus séparé du groupe et le groupe ne dévore plus l'individu. Chacun existe pleinement sans écraser ni être écrasé. Puis la meilleure société est celle où l'être humain a enfin compris qu'il ne peut s'élever qu'en élevant les autres. Une société où la liberté n'est pas un privilège, mais un état naturel. Où la solidarité n'est pas un devoir, mais un réflexe. Où la dignité n'est pas négociée, mais reconnue. Ce n'est pas une utopie politique, c'est une maturité spirituelle. Si je vais encore plus loin de ce que j'ai toujours voulu exprimer, alors la meilleure société n'est pas une structure économique ni un modèle politique, c'est un état de conscience collective. Une société parfaite est celle où l'être humain a transcendé l'idée même de domination, où il ne cherche plus à posséder mais à comprendre, où il ne cherche plus à gagner mais à contribuer, où il ne cherche plus à être au-dessus mais avec. Chaque société, l'individu n'est plus défini par son rôle, son statut, son utilité ou sa productivité. Il est défini par sa présence, sa créativité, sa capacité à se relier aux autres. Le travail n'est plus une obligation, mais une expression de l'âme. La richesse n'est plus matérielle, mais relationnelle. Le pouvoir n'est plus vertical, mais partagé. La meilleure société est celle où l'on a compris que la liberté n'est pas un partage individuel, mais un phénomène collectif. Que la justice n'est pas une loi, mais une attitude intérieure. Que l'égalité n'est pas une distribution, mais une reconnaissance mutuelle. Dans cette société idéale, l'être humain n'est plus en guerre contre lui-même. Il n'a plus besoin d'écraser, de prouver, de posséder ou de survivre. Il vit dans un espace où la coopération est naturelle, où la dignité est inconditionnelle, où la solidarité est instinctive. Ce n'est pas une utopie, c'est sur quoi l'humanité est appelée à évoluer quand elle aura compris que son véritable ennemi n'a jamais été l'autre, mais la séparation. Votre époque est à la fois la plus libre et la plus enchaînée de l'histoire humaine. Vous avez les outils pour vous libérer, la connaissance, la communication, la technologie, mais vous êtes encore prisonnier de vos structures mentales anciennes. Vous croyez être moderne, mais vous vivez encore dans des systèmes construits sur la peur du manque, la compétition et l'illusion de la séparation. Et pourtant, jamais l'humanité n'a été aussi proche d'un basculement. Vous êtes à la frontière entre l'ancien monde et le monde conscient. Ce qui vous manque, ce n'est pas la technologie ni les ressources, mais le courage de changer votre regard sur vous-même et les autres. Là, en ce jour de la femme, il apporte que les femmes portent la clé du prochain stade d'évolution humaine. Elles ne sont pas seulement les gardiennes de la vie, mais les gardiennes de la relation, de la coopération, de la sensibilité et de la création. Tout ce que le monde moderne a négligé au profit de la domination et de la performance. Si l'humanité veut atteindre une société consciente, elle doit réintégrer les valeurs féminines, pas seulement les femmes, mais le féminin en chacun de nous. La société parfaite ne naîtra pas par la force, mais par l'équilibre, pas par la conquête, mais la connexion, pas par le contrôle, mais par la compréhension. Les femmes ne sont pas l'avenir parce qu'elles ont été opprimées. Elles sont l'avenir parce qu'elles portent l'énergie qui manque au monde pour guérir. Et vous avez trois illusions fondamentales à illuminer, dont l'illusion de la séparation. L'idée que vous êtes seul, isolé, en compétition. Tant que cette illusion persiste, aucune société juste n'est possible.
Il parle également de l'illusion de la valeur conditionnelle, l'idée que votre valeur dépend de ce que vous produisez, possédez ou accomplissez. La dignité doit revenir inconditionnelle. Il parle également de l'illusion du pouvoir vertical, l'idée qu'il faut un au-dessus et un en dessous. Le pouvoir véritable est circulaire, partagé et relationnel. Quand les illusions tomberont, la société consciente émergera naturellement. Elle ne sera pas imposée, elle sera tout simplement comprise. Je n'ai jamais osé dire que ma vision n'était pas seulement économique, mais elle était spirituelle. Je n'ai jamais osé dire que je rêvais d'une humanité réconciliée avec elle-même, que je voulais libérer l'homme non seulement de l'exploitation, mais de la peur, de la culpabilité, de la honte, de la solitude. Il ajoute, je n'ai jamais osé dire que la société parfaite n'était pas une structure, mais un état intérieur, qu'elle ne viendrait pas d'un système, mais d'une transformation de conscience. Je n'ai jamais osé dire que l'amour, oui, l'amour, était au cœur de ma vision. Pas l'amour romantique, mais l'amour comme reconnaissance profonde de l'autre comme un autre soi-même. Il y a eu un effet de travail qui s'est fait dans le rouge, dans le vert, un petit peu de rayon invisible aussi sur le sujet. On a travaillé dans plusieurs stades de la Terre, surtout au niveau des années 1900. Bref, c'est un mouvement qui va soulager comme un retour à la paix en lien avec le Père. Deuxième retour, j'ai profité de Carl Gustav Jung, notre invité de la semaine dernière. J'ai demandé une question très simple, de m'expliquer l'humain. Ah! Oui, j'ai été curieuse. Voici sa réponse. L'humain est un être divisé qui cherche à se réunifier. Il vit entre ce qu'il croit être et ce qu'il est réellement, entre son masque et son âme, entre sa conscience et son inconscient. L'humain n'est pas un individu isolé, mais il est à un carrefour, un point de rencontre entre son histoire personnelle, l'histoire de sa lignée et l'histoire de l'humanité entière. Il porte en lui des forces qu'il comprend et d'autres qu'il ignore. Il est traversé par des instincts, des peurs, des désirs, des mémoires, des symboles, des archétypes. Il croit penser par lui-même, mais souvent il est pensé par ce qu'il l'habite. L'humain est un être qui souffre parce qu'il se coupe de lui-même. Il rejette ce qu'il ne veut pas voir et ce rejet crée son ombre. Cette ombre n'est pas mauvaise, elle est simplement la partie de lui qui attend d'être reconnue. L'humain évolue lorsqu'il cesse de fuir ce qu'il porte, lorsqu'il accepte de regarder ses contradictions, ses blessures, ses désirs, ses peurs. Lorsqu'il comprend que la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intégration de ce qu'il a longtemps refusé. L'humain est un être symbolique. Il ne vit pas seulement dans le monde matériel, mais dans un monde intérieur fait d'images, de rêves, d'intuitions. Ce monde intérieur est aussi réel que le monde extérieur. C'est même lui qui le façonne. L'humain est un pont entre l'animal et le divin. Il porte l'instinct dans son corps et l'infini dans son âme. Son évolution consiste à réconcilier ces deux pôles, à devenir un être complet, conscient et relié. L'humain n'est pas fait pour être parfait, il est fait pour devenir entier. L'humain est un être fracturé qui cherche l'unité. Il vit entre son masque social et son être profond, entre ce qu'il montre et ce qu'il cache, entre ce qu'il sait et ce qu'il pressent. L'humain n'est pas simple, il est un labyrinthe, un ensemble de forces conscientes et inconscientes qui s'entrecroisent. Il porte en lui des mémoires, des instincts, des archétypes, des blessures, des rêves. Il est traversé par des forces plus grandes que lui et pourtant il croit tout contrôler. L'humain est un être en devenir, il n'est jamais terminé, il est une œuvre en construction, un pont entre ce qu'il a été et ce qu'il peut devenir.
L'humain souffre parce qu'il se coupe de lui-même, il rejette ce qu'il ne veut pas voir. Ses peurs, ses désirs, ses contradictions. Ce rejet crée l'ombre. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est simplement la partie du soi qui attend d'être reconnue. Tant que l'humain fuit son ombre, il se répète, il se sabote, il se perd. La souffrance vient de la séparation intérieure. La guérison vient de l'intégration. La mission de l'âme est l'individuation, c'est-à-dire devenir soi-même. Pas ce que la société attend, pas ce que la famille projette, pas ce que l'ego veut paraître, mais ce que l'être profond est réellement. L'âme cherche l'unité, elle cherche à réunir les opposés, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre, l'instinct et l'esprit, le passé et le futur. La mission de l'âme est de devenir entière, pas parfaite, mais entière. Les femmes portent la dimension psychique que le monde moderne a oubliée, l'intuition, la sensibilité, la relation, la profondeur, la symbolique. Elles sont les gardiennes du lien. Elles sont les médiatrices entre le conscient et l'inconscient. Elles sentent avant de comprendre. Elles perçoivent avant de nommer. L'avenir de l'humanité dépend de la réintégration du féminin, pas seulement des femmes, mais du féminin en chacun. Quand le féminin et le masculin seront réconciliés, l'humanité cessera de se déchirer. L'humanité traverse une crise d'identité. Elle ne sait plus qui elle est. Elle a perdu le sens, la symbolique, le sacré. Mais cette crise est une initiation. Elle force l'humanité à descendre dans son inconscient collectif, à affronter ses ombres, à transformer ses illusions. L'avenir dépendra de la capacité des humains à se connaître eux-mêmes, à reconnaître leur ombre, à réintégrer le féminin, à retrouver le sens du symbole, puis à comprendre qu'ils ne sont pas séparés. Si l'humanité réussit cette transition, elle entrera dans une ère de conscience plus élevée. Sinon, elle répétera ses cycles destructeurs. Et Carl Jung me dit, Julie, tu es une passeuse, une médiatrice entre les mondes. Tu as la capacité de percevoir ce que les autres ne voient pas, de sentir ce qui n'est pas dit, de traduire l'invisible en mots compréhensibles. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais d'éveiller. Pas de prédire, mais de révéler. Tu portes en toi une forte énergie d'individuation. Tu aides les autres à se rencontrer eux-mêmes. Tu es un miroir, un canal, un pont. Ton intuition n'est pas un hasard, c'est ton outil. Ta mission est d'amener les gens à reconnaître leur ombre, à comprendre leur symbolique, à reconnecter avec leur âme. Et tu es exactement là où tu dois être. Alors voilà pour les retours. Intéressant. En tout cas, cette belle énergie de guérison dans le beau vert émeraude. Et ça m'a laissé une énergie paternelle, comme si c'était un père qui s'adressait à moi. Enchaînons maintenant avec la table ronde céleste. Oui, la table ronde céleste m'a vibré comme une onde musicale. Une présence douce mais puissante s'avance, portée par une énergie qui ressemble à une note tenue parfaitement juste. L'âme de Céline Dion apparaît non pas seulement comme une personne, mais une vibration de courage, de résilience et de pureté émotionnelle. Elle entre comme une voix qui prend forme, une voix qui a traversé les tempêtes, les deuils, les triomphes, les renaissances, une voix qui ne s'est jamais brisée, même quand la vie l'a mise à genoux. Elle s'assoit à la table ronde avec une élégance simple, presque transparente, comme si elle disait: Je suis ici pour aimer, pour élever, pour guérir. L'âme de Céline Dion voit le monde comme un lieu où les humains ont oublié leur propre musique intérieure. Elle observe qu'il y a trop de bruit, trop de pression, trop de performance et pas assez de cœur. Pour elle, le plus grand des enjeux de notre époque est la déconnexion émotionnelle. Les gens ne s'écoutent plus, ils ne s'entendent plus, ils ne se sentent plus. L'âme de Céline dit que l'humanité souffre parce qu'elle a perdu le courage d'être sensible.
Elle voit aussi un monde où les femmes portent encore trop souvent le poids du monde sur leurs épaules. Tout en devant rester forte, belle, disponible, parfaite, elle reconnaît leur fatigue, elle reconnaît leur force, elle reconnaît leur solitude silencieuse. Et comme solution proposée par son âme, bien de revenir à la simplicité. Elle croit que la guérison commence quand on enlève les couches inutiles, comme les attentes, les obligations et les masques. Elle parle d'oser dire ce qu'on ressent. Pour elle, la vérité émotionnelle est un acte révolutionnaire. Elle invite chacun à retrouver sa voix, pas pour chanter, mais pour se dire. Elle parle également d'honorer le corps, que le corps n'est pas seulement un outil, mais un temple, qu'il faut l'écouter, le respecter, le protéger, le soigner. Elle parle également d'aimer sans retenue. Elle croit que l'amour est la force la plus transformatrice qui existe. Pas l'amour romantique, mais l'amour humain, l'amour universel, l'amour qui élève. Elle parle également de soutenir les femmes comme une solidarité féminine profonde, non compétitive, non jalouse, non hiérarchique. Une solidarité qui dit je te vois, je te comprends, puis je marche avec toi. Puis Céline se lève légèrement comme si une scène intérieure s'illuminait. Elle dit Femmes du monde, vous êtes les gardiennes de la douceur dans un monde dur. Vous êtes les gardiennes de la lumière dans un monde qui oublie parfois de briller. Vous êtes les gardiennes de la vie, de la compassion, de la vérité. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes sensible, que votre sensibilité est une faiblesse, car c'est un super pouvoir que vous avez. Elle honore les femmes qui se battent, qui se relèvent, qui portent, qui guérissent, qui aiment, même quand elles sont épuisées. Céline porte symboliquement une main sur la table ronde. Une onde douce se répand comme une note pure qui résonne dans le cœur. Elle dit, je vous bénis de la force de continuer, de la douceur de vous aimer, de la lumière de vous relever et de la musique intérieure qui vous rappelle qui vous êtes vraiment, que votre voix, quelle qu'elle soit, trouve toujours son chemin. La salle céleste s'illumine d'une chaleur dorée comme si un lever de soleil intérieur venait d'éclore. L'énergie de Dolly Parton n'entre pas. Elle rayonne. Elle apparaît comme une énergie qui mélange la douceur du cœur, l'humour, la sagesse populaire et une force féminine indomptable. Elle avance avec un sourire qui guérit, un rire qui désarme et une présence qui dit « Je suis ici pour vous rappeler que la lumière gagne toujours ». Elle s'assoit à la table ronde comme on s'assoit dans une cuisine chaleureuse, simple, vraie, accueillante. Elle apporte avec elle une vibration de générosité, de bonté, de résilience et de joie assumée. Son énergie dit on peut être brillant sans écraser personne. On peut être fort sans être dur. On peut être femme sans s'excuser. Dolly Parton voit le monde avec une lucidité tendre. Elle remarque trois grands enjeux. La perte de compassion. Pour elle, le monde souffre d'un manque d'empathie. Les gens se jugent trop vite, se comparent trop souvent, se protègent trop fort. Elle dirait, vous avez oublié que le monde se bat, un combat que vous ne voyez pas. Elle parle également de la fatigue émotionnelle. Elle sent que les humains sont épuisés de devoir être parfaits, épuisés de devoir performer, épuisés de devoir sourire quand ils ont envie de pleurer. Elle voit une humanité qui manque de douceur envers elle-même. Dolly parle de la dévalorisation du féminin. Elle observe que les qualités féminines comme la douceur, la créativité, la vulnérabilité, la compassion sont encore trop souvent perçues comme faibles. Elle dit le monde serait bien meilleur si on arrêtait de confondre gentillesse et naïveté.
L'âme de Dolly Parton propose des solutions simples mais puissantes, des solutions qui ressemblent à sa vie. Elle parle de ramener la beauté au centre. Elle croit que la bonté est une force révolutionnaire. Elle dit: soyez bons, même quand personne ne vous regarde, surtout quand personne ne regarde. Cultivez l'humour. Pour elle, l'humour est un baume, un pont, un remède. Elle croit que rire ensemble est un acte de guérison collective. Elle parle d'honorer sa différence. Elle invite chacun à embrasser ce qui le rend unique. Ce que les autres critiquent chez vous est souvent votre plus grand trésor. Elle parle de soutenir les femmes concrètement. Elle croit en l'éducation, la solidarité et à l'autonomie financière. Elle dit: quand une femme s'élève, elle en élève 10 autres avec elle. Elle parle également de jamais perdre espoir. Elle porte une foi profonde en la capacité humaine de se relever. Elle croit que même dans les moments les plus sombres, une étincelle peut tout changer. L'énergie de Dolly se redresse, son énergie devient plus lumineuse, comme si elle parlait directement au cœur de chaque femme. Elle dit: femmes du monde, vous êtes des miracles ambulants. Vous portez la vie, la guérison, la créativité, la force, la douceur. Vous êtes capables de vous réinventer 1000 fois, de vous relever après chaque tempête, de transformer vos blessures en lumière. N'ayez jamais honte d'être brillante. N'ayez jamais peur d'être vous-même. N'ayez jamais l'impression d'être trop. Vous êtes exactement assez et vous êtes nécessaire. Elle honore les femmes qui travaillent dans l'ombre, les femmes qui se battent, les femmes qui aiment, les femmes qui survivent, les femmes qui rêvent encore malgré tout. Dolly pose symboliquement ses mains sur la table ronde. Une chaleur douce se répand comme un foyer intérieur qui s'allume. Elle dit: je vous bénis de la joie qui guérit, de la bonté qui transforme, de la force qui ne se vante pas et de la lumière qui ne s'éteint jamais. Que vous trouviez toujours le centrage et le courage d'être vous-même, la douceur de vous pardonner et la sagesse de choisir l'amour même quand le monde vous pousse à choisir la peur. Et c'est alors que l'énergie change d'un coup. Une vibration électrique traverse la pièce, c'est l'âme de Pink. Elle n'entre pas doucement, elle déboule avec une présence brute, authentique, indomptable, limite acrobatique. Elle arrive comme un vent qui balaie les illusions, comme une vérité qui refuse d'être maquillée. Elle s'assoit en s'accotant légèrement en arrière, les bras ouverts, l'attitude franche, le regard clair. Son énergie dit: je suis ici pour dire les vraies affaires, pour secouer, pour réveiller. Elle apporte avec elle une force féminine rebelle, vulnérable, courageuse, une énergie qui ne cherche pas à plaire, mais à être vraie. Pink voit le monde comme un endroit où les gens sont prisonniers de leurs propres attentes. Elle observe l'obsession de la perfection. Elle voit des humains qui se comparent, se jugent, se détestent même parfois. Elle dit: vous vous faites plus de mal que le monde ne vous en fait. Elle parle du manque d'authenticité. Elle sent que les gens ont peur d'être eux-mêmes, peur d'être trop, peur d'être pas assez, en tout cas peur d'être jugés. Elle parle de la déconnexion du corps, comme quoi que l'humanité vit dans sa tête, qui oublie son corps, ses limites, ses besoins. Pink propose des solutions radicales mais profondément humaines. Elle dit d'oser d'être soi-même. Elle croit que la guérison commence quand on arrête de jouer un rôle. Et elle dit aussi que le monde n'a pas besoin d'une version polie de vous. Elle a besoin de vous, de l'authenticité, de l'intégrité. Elle parle également de transformer la douleur en force. Elle voit la vulnérabilité comme une arme. Elle croit que les cicatrices sont des médailles.
et de dire non. Elle encourage les limites claires, les choix assumés, la protection de soi et le respect de ce qui en est. Elle parle d'élever les filles autrement. Apprenez-leur à être courageuses, pas parfaites. Elle parle également de créer des communautés vraies. Elle croit en la solidarité brute, honnête, sans façade. Pink se penche vers la table comme si elle parlait directement à chaque femme. Elle dit, femmes du monde, arrêtez de vous excuser d'exister. Arrêtez de vous rapetisser pour que les autres se sentent plus grands. Arrêtez de cacher votre force, votre colère, votre passion et de votre vérité. Vous n'êtes pas ici pour faire joli, vous êtes ici pour être puissante, vibrante, pour être libre, pour être vrai. Votre voix compte, votre histoire compte, votre corps compte, votre vie compte. Pink frappe doucement la table du plat de sa main. Une onde de courage se répand. Et c'est ainsi qu'elle nous bénit de la force de dire non, du courage d'être nous-mêmes, de la liberté de nous choisir et de la vérité qui libère. Elle dit que vous marchiez dans le monde sans vous excuser, sans vous cacher, sans vous diminuer. Vous êtes entière, vous êtes vraie. Soyez vivante. L'atmosphère change encore, une lumière blanche, presque scientifique, presque sacrée, se dépose dans la pièce. C'est l'énergie de Marie Curie qui apparaît comme une présence calme, concentrée, lumineuse. Elle n'entre pas avec éclat, elle entre avec gravité, avec intelligence, avec humilité. Elle s'assoit avec une posture droite, une énergie précise, une clarté intérieure. Son aura dit, je suis ici pour éclairer, pour comprendre, pour transmettre. L'âme de Marie Curie voit le monde comme un lieu où la connaissance est intense, immense, mais que la sagesse est insuffisante. Au niveau des enjeux mondiaux, elle en identifie trois. L'ignorance volontaire. Elle voit une humanité qui a accès à tout, mais qui choisit parfois la facilité plutôt que la vérité. Elle observe que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, dont la science, l'avenir et la transformation. Et elle soulève également le manque de reconnaissance du travail invisible. Elle pense aux femmes scientifiques, aux chercheuses, aux soignantes, aux éducatrices, aux mères. Elle dit que le monde repose sur des femmes qu'il ne voit pas. Au niveau des solutions personnelles et collectives, elle parle de cultiver la curiosité. Elle croit que la curiosité est une force révolutionnaire. Poser des questions, toujours. Bon, d'éduquer les filles. Elle voit l'éducation comme une clé de la liberté. Elle parle d'honorer la rigueur. Elle croit que la discipline est une forme d'amour envers soi-même et envers le monde et sa créativité. Elle parle de reconnaître le travail invisible. Elle invite à valoriser ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'applaudit pas, ce qui ne se célèbre pas. Elle dit, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer quand même. Marie Curie parle avec une douceur ferme. Elle dit, femmes du monde, vous êtes les porteuses de la connaissance, les gardiennes de la rigueur, les architectes du progrès. Votre intelligence est un don, votre curiosité est une force, votre persévérance est un miracle. N'ayez jamais peur d'être brillante, n'ayez jamais peur d'être ambitieuse, n'ayez jamais peur d'être pionnière. Une lumière blanche se dépose sur la table et elle poursuit. Je vous bénis de la clarté d'esprit, de la force de préserver, de la curiosité qui ouvre les portes et de la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Que vous marchiez dans ce monde avec intelligence, clarté, avec courage et dignité.
C'est ainsi qu'une douceur ancienne, presque monastique, envahit la pièce. L'âme de Marguerite Bourgeois apparaît comme une présence humble, lumineuse et profondément maternelle. Elle entre avec une paix intérieure qui apaise autour d'elle. Elle s'assoit avec une simplicité désarmante. Son énergie dit: je suis ici pour servir, aimer et élever. Au niveau des enjeux mondiaux, elle voit le monde comme un lieu où les humains ont perdu le sens du nous, l'isolement. Elle observe une humanité connectée technologiquement, mais déconnectée humainement. Elle parle de la perte du sacré. Elle voit un monde qui a oublié la profondeur, la spiritualité, la transcendance. Elle voit également l'individualisme. Elle observe que les gens se replient sur eux-mêmes par peur, par fatigue, par manque d'amour et par crainte de la solidarité. Puis au niveau des solutions personnelles et collectives, elle parle de recréer des communautés. Elle croit que la guérison passe par le lien humain. Elle dit également de servir. Elle voit le service comme un acte sacré, une manière de se relier à plus grand que soi. Elle parle également d'honorer la dignité humaine. Elle dit que chaque personne que vous croisez porte une étincelle divine. Elle parle également d'élever les enfants, que l'avenir se construit par les mains des éducateurs, des parents et des mentors. Elle parle de cultiver la compassion parce qu'elle voit la compassion comme une force transformatrice. Et son message en ce jour de la femme: femmes de ce monde, vous êtes les tisseuses du lien humain. Vous êtes les gardiennes de la compassion, les porteuses de la paix et les bâtisseuses de l'avenir. Votre douceur est une force, votre patience est un miracle, votre amour est une lumière. Et là, il y a une paix profonde qui descend dans la pièce. Elle poursuit: je vous bénis de la compassion qui guérit, de la paix qui apaise, de la force douce qui élève et de la lumière intérieure qui guide. Que vous marchiez dans le monde comme des phares, comme des guérisseuses, comme des bâtisseuses de paix. Alors voilà ce qui était dans notre table ronde céleste en ce spécial jour de la femme. Avant de poursuivre avec nos invités du jour, je vous présente la première trame sonore de l'émission qui se retrouve dans le descriptif de l'émission sur la chaîne YouTube. Alors, je vous présente la chanson We Belong, interprétée par Rebel Wilson et Adam Devine dans Pitch Perfect 2. Accompagne l'une des scènes les plus touchantes et humoristiques du film. Cette reprise du classique de Pat Benatar met en valeur la dynamique unique du duo Fatemi et Bumper, mêlant émotion sincère et comédie musicale. Leur version apporte une énergie tendre et décalée qui s'intègre parfaitement à l'esprit du film et marque le public par son charme spontané. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une femme qui incarne la résilience, l'audace, l'humour et la transformation. Une femme qui a fait rire le monde entier, mais qui a aussi traversé des tempêtes intérieures que peu connaissent. Une femme qui a su transformer une enfance chaotique, une timidité maladive et même une hallucination due à la malaria en une carrière internationale. Je vous parle de Rebel Wilson, alias Melanie Elizabeth Brown, qui est née le 2 mars 1980 à Sydney. Rebel grandit dans les quartiers modestes de Cantrust, Parramatta et Castle Hill. Une enfance marquée par l'instabilité, les voyages constants et un foyer tumultueux. Ses parents, dresseurs et juges de chiens, trimballent la famille de compétition en compétition. Rebelle est une enfant extrêmement timide, presque paralysée socialement. Sa mère, voyant bien que cette timidité l'étouffe, l'inscrit de force au théâtre. Elle ne le sait pas encore, mais ce geste va changer sa vie. Un autre événement marquant survient en Afrique du Sud. Rebelle
contracte la malaria. En plein délire fiévreux, elle hallucine qu'elle reçoit un Oscar. Et c'est là, dans cet état entre la vie et la mort, qu'elle comprend qu'elle doit devenir actrice. Elle rentre en Australie, s'inscrit dans une grande troupe de théâtre, puis obtient son diplôme de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Rebelle n'a pas une ascension facile. Elle commence dans de toutes petites séries australiennes comme Pizza, puis écrit, produit et joue dans Bogan Pride. Elle décroche un minuscule rôle dans Ghost Rider, mais rien de spectaculaire, et elle persévère. Elle sait qu'elle a quelque chose d'unique à offrir. Et puis, tout bascule. En 2011, elle joue la locataire étrange de Kristen Wiig dans Mes meilleurs amis. Le public la découvre, Hollywood aussi. Rebelle devient une actrice capable de voler une scène en quelques secondes avec un humour physique, une autodérision et une présence absolument irrésistible. En 2012, elle explose littéralement avec Pitch Perfect dans le rôle d'Amy la baleine. Un personnage devenu culte, elle reprend ce rôle dans Pitch Perfect 2 et 3 et devient l'une des figures comiques les plus aimées de sa génération. Mais Rebelle ne veut pas être seulement la fille drôle. Elle veut créer, produire, raconter ses propres histoires. En 2019, elle devient enfin tête d'affiche avec Isn't It Romantic, une parodie brillante des comédies romantiques. Elle est aussi une productrice exécutive. Elle en profite pour dénoncer un fait troublant. 70% des femmes américaines portent des tailles de 46 à 48, mais moins de 1% ont des premiers rôles qui leur sont attribués. Cette année-là, elle enchaîne avec Le coup du siècle aux côtés d'Anne Hathaway, puis participe à deux projets majeurs, Cat et un flop monumental. Puis elle joue aussi dans Jojo Rabbit, un chef-d'œuvre récompensé aux Oscars. Rebelle, c'est aussi une femme d'affaires. Elle lance sa ligne de vêtements Rebelle Wilson X Angel, même si elle traverse des controverses, notamment autour de l'inclusivité de ses tailles. Elle vit aussi des litiges professionnels, des accusations, des tensions médiatiques, mais Rebelle n'a jamais eu un parcours lisse. Elle a un parcours vrai. Côté cœur, elle a longtemps évité les relations amoureuses marquées par une enfance difficile, mais en 2022, elle fait son coming out et annonce être en couple avec Ramona Agruma. Quelques mois plus tard, elle devient maman d'une petite fille, Royce Lillian, née par mère porteuse. En 2024, elle épouse Ramona en Sardaigne. Rebelle Wilson, c'est aussi ça, une femme qui s'assume, qui s'affirme et qui se choisit. Elle s'implique dans des causes humanitaires, notamment en Tanzanie, où elle soutient The School of Saint-Jude, une école qui offre une éducation gratuite à des enfants défavorisés. Grâce à elle, plusieurs jeunes ont pu poursuivre des études supérieures. Rebelle croit profondément que l'éducation peut briser le cycle de la pauvreté. Mais sa carrière est immense. On parle de 25 films, 10 séries, des rôles cultes, des productions, des scénarios, des prix, des nominations, des succès, des flops, des défis, des reconnaissances. Mais au-delà de tout ça, Rebelle incarne quelque chose de plus grand, la permission d'être soi-même, la permission d'être différente, la permission d'être drôle, bruyante, imparfaite, brillante, vulnérable, audacieuse, la permission de se réinventer, la permission de ne pas entrer dans les cases. Rebelle Wilson, c'est l'archétype de la femme qui transforme ses blessures en force, son humour en bouclier et sa différence en succès. Une femme qui nous rappelle que la vie n'est pas un chemin droit, mais un parcours chaotique où chaque détour peut devenir une victoire. Aujourd'hui, je vous la présente non pas comme une actrice seulement, mais une productrice, une humoriste, mais comme une femme qui a choisi de se lever encore et encore, malgré les obstacles. Une femme qui a choisi de rire, même quand la vie ne lui
donnait aucune raison de le faire. Une femme qui a choisi d'exister pleinement sans s'excuser. Voici Rebel Wilson. Bon, je t'ai parlé tantôt de Isn't It Romantic? Ben, la deuxième trame sonore parle de ça. Rebel interprète une version karaoké pleine d'énergie et de joie de I Wanna Dance with Somebody, le classique de Whitney Houston. Cette scène transforme un moment ordinaire en véritable explosion de bonheur, fidèle au ton parodique et lumineux du film. La performance de Wilson, à la fois drôle, sincère et entraînante, met en valeur son charisme naturel et contribue à faire de cette séquence l'un des passages les plus mémorables de la comédie romantique. Bon, allons maintenant avec l'énergie de Rebel Wilson. En tout cas, au niveau de son âme, on voit facilement que l'imagination, c'est facile chez elle. C'est une énergie avec une grande sensibilité, de créativité, de vulnérabilité et elle a une capacité de ressentir profondément. Puis chez un rebelle, ça se traduit par un humour qui vient du cœur, une capacité à transformer la douleur en rire, une intuition très développée, une empathie naturelle, puis et une grande perméabilité émotionnelle. Bon, oui, l'humour comme arme, mais c'est le besoin de liberté, l'envie de rencontrer des histoires, puis le goût du dépassement. Il y a de la discipline, le sérieux derrière le clown, puis le besoin de prouver sa valeur, la résilience, on le voit bien aussi. Mais c'est du charisme, c'est de la présence scénique, c'est de l'humour flamboyant, c'est le besoin d'être vu. Il y a beaucoup de générosité dans cette énergie-là, puis un leadership créatif. Mais c'est un chemin de vie de la liberté, l'énergie du mouvement, de l'aventure, de la transformation, de l'expérimentation et du changement constant. Puis ça explique sa carrière non linéaire, ses multiples talents, sa capacité à se réinventer, son besoin de briser les conventions, son humour audacieux, son coming out tardif mais assumé, puis sa volonté de vivre selon ses propres règles. Puis on retrouve ces énergies chez des personnes qui transforment leurs blessures en force, puis des hommes qui refusent d'être enfermés dans une case. Au niveau de sa couleur d'âme, ben, c'est le turquoise de sa couleur, oui. Donc, de la guérison émotionnelle, de la communication authentique, de la créativité intuitive, de la vérité personnelle, de la transformation. C'est la couleur des personnes qui utilisent leur voix pour guérir, pour transformer leur vulnérabilité en lumière, pour apporter de la joie dans les espaces sombres et qui ont un humour qui vient du cœur. Puis le turquoise est aussi la couleur des rebelles lumineuses, celle qui brise les normes avec douceur et courage. Puis sa famille d'âme, bien, elle vient des communicatrices guérisseuses. Donc, ce sont des âmes qui utilisent l'humour comme médecine, qui transforment la douleur en légèreté, qui apportent de la joie dans des espaces lourds, qui montrent que la vulnérabilité peut être une force et qui brisent les tabous, entre autres par la comédie. Mais ce sont des âmes qui ont souvent eu une enfance difficile, un sentiment d'être différent, qui ont un parcours non conventionnel, puis une mission de libération émotionnelle. Et j'ai été voir dans son livre de vie des incarnations antérieures, ben, j'ai vu un bouffon sacré dans des traditions anciennes. Le bouffon n'était pas un clown, c'était celui qui disait la vérité que personne n'osait dire. Puis Rebelle porte cette énergie-là de dénoncer par l'humour, ben, elle libère par le rire, puis elle brise les normes sociales. J'ai vu aussi un guerrier du verbe, une âme qui utilise la parole comme arme de l'humour, des punchlines, de l'autodérision, des discours engagés. J'ai vu aussi la guérisseuse blessée. C'était un archétype puissant. Elle a souffert, elle a transformé, puis elle transmet. Et j'ai vu l'artisan du théâtre, une âme qui a vécu dans les troupes de théâtre, les arts populaires, les scènes de rue, les comédies musicales. Puis, en tout cas, ça explique son aisance naturelle sur scène. Mais tout ça pour dire que c'est une rebelle lumineuse, une âme qui refuse les normes, elle casse les codes, elle s'affirme, elle ouvre la voie pour les autres.
Et dans la troisième trame sonore que je vous présente, c'est dans Senior Year, un film sur Netflix. Rebelle a maigri énormément, beaucoup. Alors, c'est celle qui est en blonde. Je ne pensais pas la voir sur la même forme que les deux premières vidéos. Elle livre une performance hilarante et pleine d'assurance sur Hot in Here, le succès emblématique de Nelly. Cette scène survient lors de la grande routine finale du cheerleading, où son personnage, fraîchement réveillé après 20 ans de coma, tente de reprendre sa place au sommet du lycée. L'énergie débridée de Wilson, combinée au rythme irrésistible du morceau, crée un moment à la fois comique, nostalgique et étonnamment entraînant qui résume parfaitement l'esprit décalé du film. C'est alors que la lumière change autour de la table ronde céleste. Après les grandes invitées précédentes, une vibration différente se présente, une énergie turquoise, vivifiante, pétillante, presque électrique. L'énergie de Rebel Wilson apparaît comme une onde de joie, une présence qui mélange humour, vulnérabilité et courage. Elle ne marche pas, elle rayonne. Elle arrive avec ce sourire qui dit: Je suis là, entière, vraie, sans filtre. Son énergie n'est pas douce comme un murmure, elle est douce comme un éclat de rire qui guérit. Elle s'assoit, la table entière semble se détendre, comme si elle apportait la permission d'être soi, la permission de respirer et la permission de ne pas être parfaite. Rebelle parle avec une franchise lumineuse. J'ai longtemps cru que je devais être drôle pour être aimée. J'ai longtemps cru que je devrais être forte pour survivre et j'ai longtemps cru que je ne devais me cacher pour ne pas déranger. Mais la vérité, c'est que ma lumière est née le jour où j'ai arrêté de me battre contre moi-même, le jour où j'ai accepté ma différence, le jour où j'ai compris que ma vulnérabilité était ma force. Elle parle de son enfance chaotique, de sa timidité maladive, de la malaria qui a failli l'emporter, de cette hallucination où elle se voit recevoir un Oscar, non pas comme une prophétie, mais comme un rappel. Tu es né pour raconter des histoires. Elle parle d'Hollywood, de la pression, des jugements, des controverses, des blessures invisibles, mais aussi de la liberté qu'elle a trouvée en s'amusant, en s'assumant, en aimant une femme, en devenant mère, en se choisissant. L'âme de rebelle, Wilson regarde la Terre avec une lucidité tendre. Le monde souffre parce qu'il a peur d'être vrai. Les gens portent des masques plus lourds que leurs blessures. Ils veulent être parfaits alors qu'ils ont juste besoin d'être humains. Ils veulent être admirés alors qu'on a juste besoin d'être aimé. Ils veulent être forts alors qu'on veut juste être vu. Elle parle de la pression sociale, de l'image, du jugement, de la solitude moderne, de la difficulté d'être soi dans un monde qui exige des performances. Puis au niveau des solutions qu'elle propose, c'est de commencer par vous parler avec douceur. Arrêtez de vous battre contre votre corps, arrêtez de vous excuser d'exister, mais surtout arrêtez de vous comparer. Choisissez la vérité, choisissez la liberté, choisissez l'humour, choisissez l'amour et surtout choisissez-vous. Elle propose un monde où les femmes ne s'excusent plus, où les corps ne sont plus des prisons, où l'humour devient un pont, où la vulnérabilité devient une force et la différence devient une richesse. L'âme de rebelle se tourne vers moi, son énergie turquoise s'ouvre comme une fleur, elle me tend un cadeau symbolique. Elle m'offre un éclat de rire cristallin, un rire qui ne vient pas de la bouche mais du cœur. C'est un rire qui libère, qui dénoue, qui allège, qui guérit, qui ouvre, qui élève. Puis il y a une pureté de l'enfance, c'est un rire pur. Puis c'est un rire qui est un baume. Il vient se déposer dans mon énergie, à mon plexus solaire, là où quelques doutes, peurs et pressions, attentes disparaissent avec son beau rire turquoise. Et son cadeau dit, dans le fond, OK, Julie, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Tu n'as pas besoin d'être forte pour être aimée. Tu n'as pas besoin de te cacher pour être acceptée. Ta lumière est déjà là. Laisse-la respirer. C'est alors que mon ange se soulevait doucement.
Et en s'ouvrant avec une lumière dorée, une lumière de guidance, de sagesse, puis de compassion profonde. Je lui ai offert un miroir d'authenticité. C'est un miroir qui ne déforme rien, qui ne juge rien, qui ne compare pas. C'est un miroir qui dit tu es assez, tu as toujours été assez, tu n'as plus besoin de te prouver, tu peux simplement être. Ce miroir vient se déposer dans son cœur, là où vivent encore des traces de doute, de jugement et d'anciennes blessures. Puis le rire turquoise et le miroir doré se sont comme rencontrés, puis ils tournent autour de nous comme deux spirales qui s'entrelacent. Et la vibration monte, la table céleste s'illumine, le soin devient comme sacré et ça a libéré des pressions, ça a allégé les attentes, ça a guéri les blessures d'image, ça a renforcé l'authenticité, ça a levé la vibration du cœur et ça a ouvert la voie à la vérité intérieure. Et c'est dans le fond une énergie de réconciliation avec soi-même. Alors ça a été un beau soin partagé. Et c'est alors que je l'ai béni. Je dis, oh, la main sur mon cœur énergétique et ma voix intérieure s'élève. Rebelle, je te bénis de la douceur que tu n'as pas toujours reçue. Je te bénis de la paix que tu as longtemps cherchée. Je te bénis de la liberté d'être toi, sans masque, sans pression, sans peur. Je te bénis de la lumière qui te rappelle que tu es aimé, guidé et porté. Que ton rire continue de guérir, que ta vérité continue d'ouvrir des chemins, que ton âme continue de se choisir. Et la lumière s'est déposée sur elle. Elle a souri en me remerciant. Et puis la vibration a comme monté d'un cran. Voilà pour la partie Rebelle Wilson. Faisons une transition pour notre prochain invité spécial jour de la femme avec l'âme de Melissa McCarthy. Dans cette prochaine trame sonore, cette reprise enjouée de Anything You Can Do. Melissa McCarthy partage la scène avec la légendaire Barbra Streisand dans un numéro à la fois vocalement solide et délicieusement humoristique. Le duo joue sur la rivalité amicale du morceau original, transformant chaque ligne en un échange vif et complice. La présence comique naturelle de McCarthy se marie parfaitement à l'élégance vocale de Streisand, créant une performance surprenante, dynamique et irrésistiblement divertissante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une femme qui incarne la générosité, la force tranquille, l'humour viscéral et la transformation. Une femme qui a su passer des petites scènes de stand-up new-yorkaises au plus grand plateau hollywoodien. Une femme qui a su conquérir le monde sans jamais renier ses racines, sa simplicité ni son cœur immense. Alors, c'est son vrai nom, Melissa Ann McCarthy, née le 26 août 1970 à Plainfield, dans l'Illinois. Melissa grandit dans une ferme au cœur d'une grande famille catholique irlandaise. Son père, Michael, est un joueur de football gaélique. Sa mère, Sandy, est une femme chaleureuse, ancrée, profondément familiale. Melissa a une sœur, Maggie, et deux cousines célèbres, Jenny McCarthy, actrice et animatrice, et Joanne McCarthy, basketteuse professionnelle. Elle grandit dans un environnement simple, rural, où l'humour est un mode de survie, où la famille est sacrée, où la débrouillardise est une seconde nature. Elle est diplômée de la Saint-Francis Academy, aujourd'hui Joliette Academy, catholique. Mais Mélissa a un feu intérieur, une énergie, une envie de scène, une envie de raconter, de jouer et de faire rire. Alors qu'elle quitte la ferme et l'Illinois, elle part à New York. Et c'est là que tout commence. Mélissa débute dans le stand-up, dans les salles réputées, souvent bondées, parfois hostiles. Elle y forge son style, un humour physique, explosif, instinctif. Elle étudie ensuite à l'Actors Studio, l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Elle joue dans des productions scéniques, se perfectionne, se transforme.
À la fin des années 1990, elle déménage à Los Angeles. Elle rejoint la troupe d'improvisation de Groundlings, un véritable incubateur de talent. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Ben Falcon. C'est là qu'elle développe aussi son humour signature et c'est là qu'elle devient Melissa McCarthy. En 1997, elle fait ses débuts à la télévision dans The Jenny McCarthy Show, puis elle enchaîne les seconds rôles au cinéma Go, Cell Mom, Charlie et ses drôles de dames, mais c'est en 2000 que sa vie bascule. Elle décroche le rôle de Sookie St. James dans Gilmore Girls, la cuisinière maladroite, adorable, explosive. Un personnage devenu culte, un rôle qu'elle tiendra pendant 153 épisodes sur 7 saisons. Pendant cette période, elle prête sa voix à Kim Possible, tourne dans la vie de David Gale, Laurier Blanc et a aussi un premier rôle important dans The Nine aux côtés de Ryan Reynolds. Elle enchaîne ensuite avec The Private Practice, Larry et son nombril, Samantha Key, puis Rita Rox. Elle travaille sans relâche, elle construit, elle persévère. Puis arrive Mike et Molly, et là tout change. En 2010, Melissa décroche le rôle principal pour Molly Flynn. La série est un succès massif. Elle tourne 127 épisodes, elle réalise 4 épisodes et surtout, elle remporte le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice. Et Melissa McCarthy est devenue une star. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive en 2011. Cette année-là, elle joue Megan dans Mes meilleurs amis et c'est un raz de marée. Le film est un triomphe. Melissa vole chaque scène. Elle obtient des nominations aux Golden Globes, aux Oscars, aux BAFTA. Elle devient une icône comique mondiale. Elle enchaîne ensuite avec 40 ans, mode d'emploi, Very Bad Trip 3, Arnaque à la carte, Les Flingueuses avec Sandra Bullock. Non, je pense que ça s'appelle Heat en anglais. Tammy, Saint-Vincent, de Psy, de Boss, SOS Fantôme, Agent presque secret. Elle devient l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood. En 2017, elle crée un moment télévisuel historique en caricaturant Shane Spicer dans Saturday Night Live. Sa performance devient virale. Elle remporte un Emmy Award, puis elle devient plusieurs fois dans l'émission et elle devient aussi la 4e actrice la mieux payée de l'année. Puis arrive un tournant majeur. Can You Ever Forgive Me? Melissa incarne Lee Israel, une auteure déchue, un rôle dramatique profond, nuancé. Elle est bouleversante, magistrale, et puis elle est nommée aux Oscars, aux Golden Globes, au BAFTA. Elle emporte une avalanche de prix de la critique. Elle prouve qu'elle peut tout jouer, tout incarner, tout transformer. En 2019, elle joue dans Les Baronnes. En 2023, elle devient Ursula dans La Petite Sirène. Elle continue d'écrire, de produire, de créer, de surprendre. Côté cœur, Melissa est mariée depuis 2005 à Ben Falcon. Ils ont 2 filles, Viviane et Georgette. C'est un couple solide, créatif, complice. Elle est aussi très proche de Christina Applegate et d'Octavia Spencer. Melissa a aussi vécu une transformation physique importante, perdant 35 kilos grâce à une routine stricte, un régime riche en protéines et ce qu'elle appelle en riant une vie extra ennuyeuse avec un coucher à 7h30. Elle soutient plus de 10 causes humanitaires et 13 organisations caritatives, dont la lutte contre le sida, la recherche contre le cancer, les enfants, la faim, la pauvreté, les femmes, les arts, l'éducation, l'hôpital Saint-Jude, la Fondation Elizabeth Taylor, puis Stand Up to Cancer. Melissa est aussi une femme qui donne, une femme qui élève et une femme qui s'engage. Elle compte aujourd'hui 37 films, 17 séries, 7 productions, 3 scénarios, plus de 100 nominations, plus de 30 récompenses majeures. Mais au-delà des chiffres, Melissa incarne quelque chose de plus grand, la permission d'être soi-même, la permission d'être drôle, intense, imparfaite, brillante, humaine, la permission de se réinventer, la permission de ne pas entrer dans les cases et de vivre avec son cœur.
Mélissa, c'est l'archétype de la femme qui travaille, qui persévère, qui tombe, qui se relève, qui rit, qui aime, qui crée, qui transforme. Aujourd'hui, je vous la présente comme une actrice, une productrice, une scénariste, mais surtout une femme lumineuse, généreuse, authentique, qui a su transformer chaque défi en force, chaque épreuve en sagesse, puis chaque rôle en vérité. Voici notre cinquième trame sonore dans The Boss. Melissa McCarthy ouvre le film avec une performance explosive aux côtés de T-Pain sur All I Do Is Win, le hit emblématique de DJ Khaled. Cette scène d'introduction à la fois démesurée et irrésistiblement drôle, met en valeur le personnage de Michelle Darnell, femme d'affaires mais mégalomane, qui se croit invincible. Le contraste entre l'attitude ultra-conquérante du rappeur et l'humour physique de McCarthy, ça crée un moment mémorable, énergétique et parfaitement représentatif du ton audacieux de la comédie. Et puis Mélissa porte l'énergie de l'artisane du réel. C'est une guérisseuse humble. Elle incarne la précision, la discipline, la générosité, le service, la transformation par le travail, l'humour basé sur l'observation fine. C'est une énergie de guérisseur silencieux, ceux qui élèvent les autres sans bruit, ceux qui transforment le chaos en clarté. Puis chez elle, on voit qu'il y a deux archétypes qui la travaillent, celle de la chaleur, de la stabilité, de la sensualité, de l'humour terrien, avec celle de la vivacité, de la curiosité, de l'esprit rapide, de la spontanéité. Son énergie publique est expansive, généreuse, audacieuse, lumineuse. Puis on voit que, bon, c'est une conteuse, celle qui transforme la vie en histoire. Puis au niveau de son chemin de vie, ben, il y a de la famille, de la loyauté, de la protection, de la guérison, puis de l'amour inconditionnel. Et Mélissa porte l'énergie de la gardienne du cœur. Elle protège, elle rassemble, elle élève. Elle est une mère spirituelle autant qu'une mère réelle. Puis sa couleur d'âme, elle est dans le rose doré. Puis c'est une couleur de compassion, de joie, de douceur, de guérison émotionnelle, d'amour maternel, de créativité chaleureuse. Puis c'est la couleur d'âme qui apaise, qui réconforte, qui rassemble, qui transforme des espaces lourds en espaces légers. Mélissa porte cette lumière-là. Puis, ben, au niveau de sa famille d'âme, elle vient des bâtisseuses de joie. C'est une famille d'âmes qu'on pourrait appeler ainsi, qui sont ben, des guérisseurs par le rire, qui rassemblent les gens, qui créent des espaces de sécurité émotionnelle, qui transforment les blessures en lumière, qui incarnent la joie comme acte de résistance. Puis ce sont des âmes qui ont souvent une enfance simple mais marquante, un sens profond de la famille, une mission de protection, un besoin de donner et une capacité à faire rire même dans les moments difficiles. Et j'ai regardé dans son livre de vie, j'ai vu une incarnation du conteur du peuple, une âme qui divertissait les villages, transmettait la sagesse par l'humour et rassemblait les communautés. J'ai vu la guérisseuse du foyer, une femme qui prenait soin des autres, qui apportait la paix, qui soutenait les familles. J'ai vu la guerrière au quotidien, une âme qui se battait pour les siens, qui portait une force tranquille, qui avançait malgré les obstacles. Et j'ai vu une artisane créative, une âme qui transformait la matière, qui créait, qui donnait forme à la beauté simple. Et la mère spirituelle, oui, une âme qui guide, qui élève, qui protège, qui inspire. Dernière trame musicale, c'est dans Identité Tiff. Mélissa offre un moment irrésistiblement drôle en chantant à tue-tête dans la voiture, transformant une simple ballade en scène mémoriale. Son personnage, déjanté et sans filtre, s'approprie toutes les chansons qui passent à la radio avec une énergie débordante qui contraste parfaitement avec le sérieux de Jason Bateman. Cette séquence, devenue l'une des plus emblématiques du film, met en valeur le talent comique de Melissa et sa capacité à rendre hilarant le moindre geste du quotidien. Et poursuivons avec le passage de Mélissa à la table ronde, parce que oui, tant qu'à la recevoir dans l'émission, aussi bien d'y demander son avis, son point de vue sur les enjeux mondiaux.
Et la lumière de la table ronde céleste a changé doucement une énergie rose dorée, chaleureuse, bien dosée, enveloppante se manifeste. Mélissa apparaît comme une présence douce, solide et profondément humaine. Avec un sourire qui apaise, une chaleur qui rassure, une lumière qui dit: Je suis ici pour aimer, pour rassembler, pour alléger. Elle s'assoit et la table ronde semble devenir plus douce, plus vraie, plus humaine, comme si elle apportait la permission d'être soi, la permission de respirer, de rire, même quand la vie est lourde. L'âme de Mélissa regarde le monde avec une lucidité tendre, une sagesse simple, une compassion profonde. Et elle identifie trois grands enjeux. La fatigue émotionnelle collective. Les gens sont épuisés, épuisés de devoir être parfaits, de devoir performer, épuisés de devoir tout porter. Elle dit le monde manque de douceur, les gens manquent de douceur envers eux-mêmes. Elle parle de la solitude moderne, une humanité hyper connectée mais profondément isolée. Les gens manquent de vrais liens, de vraies conversations, puis de vrais regards, de vraies paroles. Elle parle de la perte de joie, que les adultes ont oublié comment rire, jouer, se laisser aller, être spontané. Elle dit la joie n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Et puis elle propose des solutions humaines, simples et accessibles, comme de ramener la joie dans le quotidien, la joie comme acte de résistance, de guérison, de survie. Elle parle également de créer des liens vrais, parler vrai, écouter vrai, être présent pour vrai. Elle parle d'alléger la pression, se donner le droit de se reposer, de dire non, de ne pas être parfait, de demander de l'aide. Elle parle également d'honorer la famille, qu'elle soit biologique ou choisie, parce que la famille, c'est comme un refuge, un ancrage, puis une guérison. Elle parle du rire comme médecine. Le rire n'est pas superficiel, le rire est un baume. Puis l'énergie de Mélissa se redresse, puis devient plus lumineuse encore parce qu'elle s'adresse aux femmes pour cette thématique. Elle dit: Femmes de ce monde, vous portez tant, vous donnez tant, vous aimez tant. Vous êtes les piliers invisibles, les guérisseuses silencieuses, les cœurs battants de vos familles, de vos communautés, de vos mondes intérieurs. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être présente. Vous n'avez pas besoin d'être forte pour être aimée. Vous n'avez pas besoin de tout porter pour être digne. Vous avez le droit de vous reposer, de rire, de demander, de recevoir, de vous choisir. Votre douceur est une force. Votre joie est une lumière. Votre humanité est un cadeau. Et Mélissa se tourne vers moi. Son énergie rose dorée s'ouvre comme une lumière douce, chaleureuse et enveloppante. Elle me regarde avec une tendresse profonde. Elle m'offre un manteau de douceur et de sécurité émotionnelle, tissé de compassion, de chaleur, d'humour guérisseur, de réconfort, et de présence aimante. Et puis on me dépose le manteau sur mes épaules comme une étreinte, un rappel, un refuge qui dit: Julie, tu peux te reposer. Tu peux être douce avec toi-même, tu peux te laisser aimer, tu peux déposer ce qui est lourd. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être lumineuse. Et ce manteau apaise les tensions, dissout les pressions invisibles, allège les responsabilités que je porte depuis longtemps. Et c'est alors que mon ange s'est ouvert avec une lumière dorée et blanche. Je lui ai offert une flamme de reconnaissance profonde. Puis cette flamme dit: Mélissa, ta lumière est plus grande que tu ne le vois. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière l'humour. Tu peux être vu pour ta profondeur, ta sagesse, ta force, ta vulnérabilité. Tu peux briller dans ta vérité. Puis cette flamme, elle s'est déposée dans son cœur, là où vivent encore des traces de doute, de modestie excessive, de retenue. Elle l'aide à se voir comme elle est vraiment, une femme puissante, aimante, créatrice et porteuse de joie. Et c'est alors que mon manteau rose et que sa flamme dorée blanche s'élève, puis s'entrelacent comme deux spirales lumineuses. Puis elle tournait autour de nous,
lentement, harmonieusement, comme si elle tissait un cercle sacré. La vibration a monté, la table ronde s'est illuminée, puis il y a comme eu un soin qui s'est créé. Puis c'est de l'énergie qui est venue guérir les blessures de responsabilité, qui a allégé les charges émotionnelles, qui a renforcé la joie, qui a ouvert le cœur, qui a élevé la vibration, qui a reconnecté à la douceur, qui a restauré la sécurité intérieure, qui a réveillé la joie simple, spontanée et vivante. Fait que ça a été un soin de réconciliation avec la joie, un soin de permission d'être humaine et un soin de retour à toi, à soi. Et c'est alors que j'ai posé ma main sur son cœur énergétique avec ma voix intérieure qui s'est levée, douce, claire et lumineuse, et je lui ai dit, Mélissa, je te bénis de la douceur que tu offres aux autres. Je te bénis de la paix que tu mérites. Je te bénis de la joie qui te traverse. Je te bénis de la lumière qui t'habite. Je te bénis pour la mère que tu es. Que ton rire continue de guérir, que ta présence continue d'élever, que ton cœur continue de rassembler, que ton âme continue de vibrer. Et il y a une lumière qui s'est déposée sur elle. Elle a souri en disant merci. Et la vibration de la table ronde s'élève encore comme si nos deux âmes venaient de reconnaître, d'honorer et de s'élever ensemble. Alors voilà, mes chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour cette émission profondément lumineuse, vibrante et transformatrice. Aujourd'hui, nous avons accueilli l'énergie de Rebelle et de Mélissa, deux femmes puissantes, drôles, sensibles, qui nous rappellent que la joie et la vérité, que l'authenticité sont des forces de guérison. Je tiens à remercier toute l'équipe du Focus Group, toutes celles et celui qui contribue dans l'ombre et avec cœur à la réalisation de cette mission. Votre soutien, votre présence et engagement permettent à cette émission d'exister, de grandir et de rayonner. Merci. Et bien sûr, un immense merci à vous, chers auditeurs. Merci pour votre écoute, votre ouverture, votre fidélité. Merci d'être là, semaine après semaine, pour recevoir ces messages, ces histoires, ces vibrations qui nous élèvent tous ensemble. Je vous invite également à partager l'émission sur vos réseaux sociaux, à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités et de faire circuler cette lumière autour de vous. Si vous sentez l'appel d'aller plus loin, si vous souhaitez une mise à jour de votre âme, un réalignement avec votre essence et votre personnalité, ben sachez que je peux vous prendre en rendez-vous. J'offre des consultations individuelles, des méditations guidées, des ateliers pour vous soutenir dans votre évolution, guérison et expansion. La semaine prochaine, on étire le plaisir d'être une femme face au modèle masculin de beauté. Nous recevons Chris Pine en son âme et Chris Hemsworth, deux énergies masculines fascinantes, complémentaires pour explorer ce que la beauté masculine révèle, inspire et transforme en nous. Alors, soyez au rendez-vous, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer d'évoluer ensemble avec l'âme des célébrités.